Il est le représentant du regroupement des oufettistes pour la démocratie et la paix au niveau du Sénégal. Bonsoir Monsieur Coulibaly et merci d'être là. Bonsoir Madame, merci infiniment pour l'invitation. Votre candidat est déclaré vainqueur avec 94, combien de pourcents encore 94%, j'y arrive, oui. Des voix. Et cette note a été annoncée par la commission électorale indépendante. Tout à fait. Peut-on parler vraiment de victoire quand on est le seul combattant et qu'il n'y a personne comme adversaire en face de soi? Il faut dire qu'aux élections, il y avait 4 candidats. Voilà. À la fin de la commission électorale, la Cour constitutionnelle, on validé 4 candidats, dont le président Alassane lui-même, le président Bidier, Afin Guessan et Kakabe, qu'on avait éteint. Voilà. Deux ont refusé d'aller aux élections pour des raisons diverses. Le président Alassane est parti aux élections avec Kakabe. Donc, il faut dire qu'il n'était pas le seul. Il y avait au minimum 2 candidats, sinon 4 candidats, dont 2 ont refusé volontairement d'aller aux élections. Le taux de participation est pourtant très faible, un peu plus de 53%. Et à la fin de la publication des résultats, on n'a pas eu droit à des procès-verbaux affichés devant les bureaux de vote. Non, et quand vous dites que le taux de participation était faible, de quoi parlez-vous précisément? Parce que je me souviens très bien qu'en 2000, le taux de participation était de 37%. En 2015, il était de 53%. Aujourd'hui, nous sommes à 54%. Taux de progression de 1%. C'est-à-dire que les Ivoiriens dans la majorité ont décidé d'aller voter et ont choisi le président Alassane Ouattara comme le nouveau président de la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Donc, dire que le taux était faible, ça, nous ne partons pas ce point de vue au regard des statistiques qui ont été données. Alors, maintenant, concernant, oui. Alors, je voulais dire, à côté du chiffre extraordinaire, 94% dans une élection, il faut peut-être être en Afrique pour l'avoir, mais si on convoque le chiffre qui correspond à ce pourcentage, c'est-à-dire autour de 3 millions, est-ce qu'il n'est pas possible de remettre en question la légitimité ou la popularité ou le fait qu'il ne soit pas bien élu? Quand vous parlez de 94%, c'est en Afrique seulement qu'il faut voir cela. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Nous avons eu 2 candidats. Voilà, on a 2 candidats. En face de nous, il y avait Kakabe, avec lequel nous sommes allés aux élections. Il ne faisait pas le poids. Les Ivoiriens, au regard des résultats obtenus par le président Alassane Ouattara, ont décidé de le voter dans la majorité. L'opposition a boycotté. Nous sommes allés aux élections. Ce qui me fait dire ça, c'est quand le président, l'ancien président Bédier, par exemple, est-ce que vous jugez normal qu'il y ait 1% en Côte d'Ivoire dans des élections? 1%. Mais lorsque vous refusez d'aller aux élections, que ceux qui partent aux élections votent celui qui a réalisé un travail remarquable pour la Côte d'Ivoire, pour moi, 1%, s'il a eu 1%, il le mérite. Alassane Ouattara a eu un score de 94%. Mais cela est dû par le travail réalisé de 2011 en 2020. Donc, chacun mérite en tout cas, le taux qu'il a obtenu. Est-ce qu'on peut ne pas s'arrêter quelque part sur les incidents qui ont émaillé le déroulement du scrutin? Parce que dans certaines zones, ou partons certaines zones, on a vu que des bureaux de vote avaient été saccagés, d'autres des bureaux de vote qui ont été fermés. Le nombre qui a été avancé, 5000 et quelques, est assez important et pèse quelque chose sur la balance. Donc, dire aujourd'hui que le candidat Ouattara a gagné avec 94% et mettre de côté toutes ces personnes qui devaient voter et qui auraient pu peser sur la balance, cela pose certainement des questions sur la crédibilité du vote. Madame, 94%. 94% de 7 millions. En 2000, le président Gbagbo a été élu avec un score de 37% de participation, de taux de 37% de participation. Aujourd'hui, en 2020, nous sommes à 80. Mais est-ce que la comparaison est pertinente? On sait que si on revient dans la contextualisation un peu du temps d'élection du président Gbagbo, il y avait une instabilité sociale. La Côte d'Ivoire n'était pas totalement dans une sécurité. C'est un peu différent de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que cette comparaison a une pertinence aujourd'hui, 37% ou devant 53%? Si nous rentrons dans une analyse comparative des contextes, aujourd'hui, l'opposition a boycotté. Les morts dont vous parlez, aujourd'hui, les bureaux de vote saccagés et autres. Mais qui est responsable? C'est l'opposition. Nous avons resté au minimum 30 morts en Côte d'Ivoire. En 2010, c'était environ 3000 morts.
Aujourd'hui, en 2020, on est encore à 30 morts liés. Les morts, qui est un seul mort, c'est oui, de trop. Pour nous, c'est énorme déjà. La Côte d'Ivoire était en guerre. Les non. 3000 s'expliquent par la guerre. Et là, ce sont des élections, oui, mais des en situation de paix, lorsque nous perdons 30 000, en situation de paix, quand nous avons déjà 30 morts, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Ouais. C'est-à-dire que l'opposition doit revenir à la raison. Nous recherchons la paix en Côte d'Ivoire. S'ils pensent qu'ils sont majoritaires, ils n'ont qu'à aller aux élections. Le peuple va s'exprimer. Ensuite, on va exécuter la volonté du peuple. Mais comment... Nous avons eu 44 candidats. La Cour constitutionnelle a validé que 4. S'ils estiment les 2 autres ont refusé d'aller aux élections, nous sommes allés avec AKB. Donc il reste en tout 42 candidats. S'ils estiment que c'est la majorité, ils partent aux élections et le peuple s'exprime. Mais le jeu était biaisé au départ. Biaisé par qui et comment? Par la candidature de Ouattara qui est contestée. C'est ça le fond du problème en fait. C'est la légalité même, la légitimité et tout ce que vous voulez qui entoure cette candidature qui pose problème aujourd'hui. Quelle est l'institution en Côte d'Ivoire qui valide les candidatures? Le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'a dit le Conseil constitutionnel? Il est présidentiable. Alors, mais que veut-on? Vous voulez que ce soit Bédié ou Afingessan qui disent le droit en Côte d'Ivoire? Quand eux-mêmes ont déposé les candidatures et les candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel? Mais au préalable, il y a une loi qui a été votée. Il y a eu la révision constitutionnelle en 2016, si je ne me trompe, qui limitait les mandats à 2. Il en avait fait 2, il en est à son 3e. Ou bien c'est la réflexion. Cette affaire de 3e mandat, vous êtes journaliste, ne répétez pas les expressions des politiciens. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de 3e mandat. Ah oui. La deuxième république. Il y a eu quoi? En mettant en place. Il n'y a pas de 3e mandat en Côte d'Ivoire. C'est quoi exactement alors? Attendez, je vous explique. C'est un mandat spécial. Attendez, je vous explique. C'est tellement simple. C'est un bonus des Ivoiriens pour C'est tellement simple à comprendre. Laissez-moi vous expliquer. Nous avons fait un référendum en 2016. Le référendum mettait fin à la deuxième république. Peut-on parler du 3e mandat de la deuxième république? Non. Nous commençons la 3e république. Peut-on parler du 3e mandat de la 3e république? Non. Le président Alassane a été élu pour faire le premier mandat de la 3e république. Et ça, c'est clair. On n'a pas besoin de faire d'autres choses pour comprendre cela. Vous n'arriverez pas facilement à convaincre les Africains, même certains Ivoiriens. Alors, la preuve, on a vu ce qui s'est passé. Récemment, on a vu la sortie du président Ouattara, avant même la proclamation des résultats, dans une interview où il rappelait aux uns et aux autres qu'il est temps maintenant que la vieille garde cède la place aux jeunes. Est-ce que c'est pas... il ne s'est pas lui-même trompé, il ne s'est pas tiré une balle dans le pied en confirmant justement le forcing. Non, il n'y a pas de forcing. Je rectifie, il n'y a pas de forcing. Le président Alassane Ouattara et les militants du RHDP ont désigné Amadou Gon Coulibaly, père son âme, comme non candidat aux élections 2020. Cas de force majeure, il a été rappelé par le Seigneur. Je me retrouve dans une situation délicate et les militants dans leur majorité ont souhaité que le président Alassane... Ce qui veut dire qu'il n'y a personne d'autre au niveau du RHDP pour remplacer Amadou Gon Coulibaly. Il fallait forcément que ça soit... Mais il y a le président Alassane Ouattara. Les militants ont décidé démocratiquement qu'il soit notre candidat. Et le cas Gbagbo, excusez-moi, dans la nouvelle constitution ivoirienne, il est établi, noir sur blanc, qu'aucun fils de la Côte d'Ivoire ne doit être exilé. Et c'est le cas de Gbagbo. Il ne peut pas rejoindre son pays. Qu'est-ce que vous dites que Gbagbo est exilé? Expliquez-moi. Non, c'est vous qui dites, vous venez d'affirmer que Gbagbo est exilé. Pourquoi Demontrez-moi par exemple que Gbagbo est exilé. Il n'a pas les possibilités de retrouver son pays natal. Quelles sont les possibilités qui font défaut? Mais nous, on voudrait savoir justement. C'est vous qui l'affirmez, moi je ne l'ai pas dit. Non, mais où est Gbagbo? C'est vous qui l'affirmez. Où est Gbagbo? C'est vous qui l'affirmez. Où est Gbagbo? Moi je ne sais pas où il est. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est sûr. Moi je ne sais pas où il est. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et oui, pas de son propre gré. Sa femme réclame son mari, sa famille, ses militants. Les Ivoiriens demandent à ce que Gbagbo revienne et il ne peut pas revenir au pays. Qu'est-ce qui l'empêche de rentrer au pays? Ah mais il ne peut pas. Mais qu'est-ce qui empêche Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire? Et Soro. Non, mais
Il y a beaucoup de... Non, mais vous mettez pas, ne mettez pas de côté. Il y a beaucoup de dossiers qui nécessitent justement que l'on s'arrête là-dessus. Il a raison. Il y a Guillaume Soro, il y a Gbagbo qui a accordé une interview à un média occidental. Et on a vu quelque part, après la sortie même du président Ouattara, décriant la posture des médias français en disant qu'il ne fallait pas qu'on fasse à l'Afrique ce qu'on pense qui est normal au niveau du continent européen et ne pas l'appliquer en Afrique. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui font aujourd'hui qui est un forcing. Beaucoup d'observateurs. Qu'est-ce que vous appelez forcing? Attendez, j'arrive. Expliquez-moi le mot forcing. Je veux bien comprendre le fond du mot forcing. Bon, si vous ne voulez pas que l'on parle de troisième candidature, on va avancer. Mais il y a d'autres choses. C'est-à-dire le processus électoral, l'organisation de ces élections et tout cela. Ce que dit l'opposition, c'est que le président Ouattara a fait un forcing. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne risque pas de plonger le pays dans l'abîme? Puisque en 2010, il a trouvé une situation assez critique. Est-ce qu'il ne risque pas de reproduire le même scénario au niveau de la Côte d'Ivoire? Il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Mais déjà, on a commencé à encercler la maison d'Henri Konan Bédié et aux dernières nouvelles, il a été arrêté par la police. Tous les membres du Conseil national de la transition qui a été mis en place par l'opposition ont été arrêtés, ou en tout cas des leaders. Vous avez la confirmation que les membres du Conseil de transition ont été arrêtés par la police ivoirienne? Des informations qui viennent de médias français. Ça, non, est-ce que vous avez la confirmation? Parce que moi, avant d'arriver sur le plateau, je suivais l'actualité. Je sais qu'il y a eu des militaires autour de la maison du président Bédié. C'était juste pour sa propre sécurité. Parce que la population, les riverains, étaient fatigués du bruit qui faisait les jeunes qui étaient aux alentours. Alors pourquoi la police a lancé des gaz lacrymogènes? Est-ce que maintenant, c'était pour disperser ces jeunes attroupés autour de sa maison qui faisaient du bruit et donc qui dérangeaient énormément le voisinage? C'est eux qui ont invité, c'est eux qui ont formé la police de venir les aider à retrouver le calme. Maintenant, est-ce que cela est nécessaire pour nous passer des informations au réseau que le président Bédié a été arrêté? Pour le moment, je n'ai pas l'information. Maintenant, si vous m'informez que tout cela a été arrêté, anyway, je prends l'information, mais je vais la vérifier. Mais c'est une hypothèse qu'il faut prendre en compte. Est-ce que ça ne peut pas ça ne peut arriver finalement? L'arrestation de Bédié, écoutez, à ce que nous sommes dans un pays démocratique. La Côte d'Ivoire est un pays que le président Alassane est en train d'ancrer foncièrement de la démocratie en mettant en place des soins indépendantes. Ce que fait l'opposition actuellement, en faisant sortir des jeunes, en créant des troubles, ils sont libres de s'exprimer. Détruire les deniers publics est passif de peine. Appeler à la désobéissance civile, surtout encore mettre en place un gouvernement de transition, alors que les institutions démocratiques existent, ça est une faute lourde. Le président Bédié et tout son groupe devaient répondre. Maintenant, quelle est la sanction qui est prévue contre ça? Puisque c'est une faute lourde. Mais ça, le ministre de la Justice et l'institution judiciaire vont s'en charger. Non, le ministre de la Justice, moi, je ne peux pas suivre le procès du président Bédié. Et que le procureur avait la latitude de pouvoir dire qu'est-ce qui allait s'en suivre. Mais vous, au moins, pouvez nous dire, au niveau de votre pays, qu'est-ce qui est prévu contre ces personnes-là, puisque c'est une faute lourde. Je ne veux pas rentrer dans ce débat juridique. Il existe une institution juridique qui existe en Côte d'Ivoire. Le procureur s'en est saisi. Ça va suivre son cours. Et ce que les juges vont décider, si le président Bédié et autres doivent être arrêtés, de répondre devant la justice, cela va être fait. Mais déjà, il est important de rappeler à l'opposition que nous avons intérêt à cultiver et à consolider la paix en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé tout à l'heure de désobéissance civile. Mais si la désobéissance civile est précédée par une désobéissance constitutionnelle, est-ce qu'elle trouve son intérêt? Qu'est-ce que vous appelez désobéissance constitutionnelle? Le fait de se représenter après avoir changé la constitution où il était vraiment ne faites pas de fixation sur ce que l'opposition veut appeler. Il n'y a pas de fond de problème. La constitution a changé. La République est nouvelle. Nous sommes la troisième République de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de troisième mandat. Je vous explique tout à l'heure de manière arithmétique que ne riez pas. Pour la deuxième République, il n'y a pas de troisième mandat. Pour la troisième République, il ne peut pas avoir de troisième mandat puisque nous sommes au premier mandat. Mais ça, tous les experts constitutionnels l'ont dit. Vous êtes au premier mandat. Au premier mandat de la troisième République. Qu'il a lui-même présenté aux Ivoiriens, proposé et présenté aux Ivoiriens. Le président actuel, Ouattara. C'est lui qui a organisé cette révision constitutionnelle. Bien sûr.
à l'issue de laquelle il se donnait les droits et la légalité de repartir en compétition. Je vous rappelle que Afin Guessan disait que le président Ouattara voulait aller au référendum pour changer la constitution afin de s'offrir un autre mandat. C'est ce qu'a dit le président Afin. Vous voyez, le président Bédié était où? Il était au RHDP pendant la période. Mais comment peut-on se dire, se dédier? Et puis encore, moi je suis étonné qu'on focalise le débat autour de la personne du président Ouattara. Mais pourquoi ne parlons-nous pas du programme de société? Que proposons-nous à la Côte d'Ivoire? Mais est-ce que c'est le seul à la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le seul à pouvoir proposer un projet de société? Ça, c'est l'argumentaire de tous les chefs d'État africains qui ne veulent pas partir et qui vendent aux populations qu'ils sont dans le prochain de leur projet. C'est comme si dans le pays entier, il n'y avait pas d'autres intelligences qui pourraient... Le président Ouattara est un démocrate. Le président Ouattara et les militants du RHDP, je rappelle encore une fois, ont souhaité qu'Amadou Gon Coulibaly soit le candidat en 2020. Alors, vous réclamez des... Nous avons choisi des candidats. Je vais, parce que le temps nous est compté un peu, je voudrais revenir sur Houphouët. Vous revendiquez son héritage aujourd'hui. Est-ce que dans sa tombe, il serait aujourd'hui tranquille en regardant ce qui se passe, le film en Côte d'Ivoire, en termes de démocratie? Si je devais être dans la tombe du président Houphouët, je pourrais vous dire qu'il est très tranquille. Parce qu'aujourd'hui, ce que le président Ouattara a fait, en faisant la promotion, en créant le RHDP, c'était quoi? C'était d'extirper de notre vocabulaire politique. C'est un thème confligène. Vous savez ce qu'on a connu en 2010? La religion, les ethnies, toute autre forme de discrimination qu'on avait dans la politique. En créant le RHDP et en invitant tous ses amis, que ce soit le président Bédié, le président, je dirais le président du DPCI, malgré toi, que tous les autres à se retrouver autour du RHDP, c'était pour qu'on puisse vraiment consolider la paix avec un seul parti et qu'on extirpe tous les mots confligènes. Merci beaucoup Wamé Coulibaly, représentant du RHDP au niveau du Sénégal. Merci également à Papis Diaw et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, retrouvez-nous à la même heure sur nos antennes. Excellente soirée.